Bien, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Jean de Laroche-Brochard. Je m'occupe d'une partie des investissements dans les startups de Xavier Niel, le fondateur de Free. On a un rythme qui est assez soutenu parce qu'on voit passer pas loin de 250 startups par semaine. On en finance environ 2. On est une petite équipe de 3. On a 700 boîtes dans le portefeuille. Et ce rythme, évidemment, il continue continue toujours pareil. Toutes les semaines, de nouveaux deals. Aujourd'hui, 700 boîtes. Dans quelques temps, ce sera 1000 et puis peut-être plus. Et à côté de ça, on fait aussi quelques plus gros deals dans lesquels on met quelques millions d'euros, 3, 4, 5 fois par an, sur des boîtes dont on pense qu'elles peuvent complètement redéfinir la catégorie dans laquelle ils sont. S'il y a bien un point commun entre les startups et la politique, c'est qu'il y a énormément de promesses. On essaye de vouloir financer le futur, mais la réalité, c'est qu'à la fin, il y en a très peu qui sont tenus. Et c'est pas le fruit d'une mauvaise volonté, hein. C'est juste le fruit que finalement c'est compliqué de faire de grandes choses parce que nous on a constaté dans nos boîtes qui réussissent le mieux que c'est souvent celles qui étaient ce qu'on appelle contrariennes, celles que les gens ne voulaient pas financer, celles dans lesquelles les gens croyaient pas. Ces entrepreneurs qui, malgré vents et marées, ont continué d'avancer, se sont accrochés, ont convaincu quelques personnes qui ont fini par croire en eux. À force d'en parler, ils ont réussi à convaincre d'autres personnes. Et puis à un moment donné, ceux qui parlent, c'est les clients, c'est les gens qui achètent votre solution. Et la difficulté en politique comme dans les startups, c'est que ceux qui achètent votre solution au démarrage, c'est pas vos clients, c'est ceux qui doivent croire en vous, c'est ceux qui vous donnent l'argent en fait. C'est toujours la même histoire, hein. Il faut convaincre ceux qui vous donnent l'argent. Alors si vous voyez que le parallèle des startups de l'ancien monde, c'est les corporates, moi je vous pose la question, c'est quoi l'alternative à la politique actuelle ? C'est une vaste question qui fait que des mouvements comme ceux que vous voyez se créent de plus en plus, parce qu'on a enfin décidé de se dire qu'au lieu d'empiler des textes sur des textes sur des textes sur des textes et tourner en rond pour s'autocongratuler de la énième réforme qui va nous permettre d'ajouter une ligne dans les codes divers et variés qu'on a, on va peut-être se décider à simplifier les choses. Et en fait, les startups que nous, on a dans notre portefeuille et la qualité des meilleurs entrepreneurs qu'on a, et vous allez voir que ça paraît évident, c'est des gens qui ont réussi à simplifier dans la manière dont ils l'expriment et dont ils l'exécutent des problèmes complexes. Et c'est ça la grande qualité des meilleurs entrepreneurs. C'est pas de faire pareil que le voisin de manière aussi compliquée que ce qui existe, c'est d'utiliser ce qui est à leur portée maintenant, et donc évidemment la technologie, pour rendre les choses beaucoup plus simples. Et c'est important de rendre les choses beaucoup plus simples parce que, en fait, par design, on est tous compliqués. Il y avait même un statut Facebook, hein, c'était « It's complicated ». Ce statut-là, en fait, c'est le statut de la vie, hein, c'est toujours la même chose, hein. On évolue dans des groupes de personnes depuis qu'on est tout petit, hein, à l'école, et à l'école, on vous dit attention, il ne faut pas fâcher son voisin, il faut aller chercher compromis, il faut aller chercher consensus, il faut enrober les choses. Et donc, au lieu de dire aux gens qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, d'échanger honnêtement, et au final, d'arriver dans un conflit qui est constructif, parce qu'en fait, le fait d'avoir le choix de dire oui ou non aux gens, c'est le choix de rentrer dans un conflit. Et conflit, ça ne veut pas dire se mettre sur la gueule, hein. Ça veut juste dire échanger des idées de manière un peu honnête. C'est comme ça qu'on arrive vraiment au résultat. Et le problème de l'école, qui est un endroit dans lequel vous avez un groupe de personnes, moi j'ai des enfants, ils ont 8, 6 et 4 ans et demi. Si vous mettez 30 enfants de 6 ans dans une classe sans règles, c'est le bordel. Donc forcément, on leur a dit que la règle de base, c'était de tomber d'accord et c'était surtout pas de rentrer dans une forme d'argument, quoi. Et donc tout ça, ça a annihilé leur singularité. On les a mis dans des chemins tout tracés. Et donc sortis de l'école, quand ils arrivent à l'université, et puis après quand ils arrivent dans le monde du travail, au lieu d'exprimer leur singularité avec honnêteté, malheureusement, ils restent enfermés dans, vous savez, la politique. Cette espèce de groupement général où en fait on tire plus les ficelles qu'on pousse des portes pour dire les choses en grand. Et c'est une vraie complexité à laquelle on est malheureusement tous confrontés, vous dans votre milieu et les startups dans leur secteur aussi. Et c'est pas une fatalité. Je pense qu'on a tous envie en fait de plus de simplicité dans notre quotidien. C'est juste qu'on est malheureusement enfermé dans des groupes et que la dynamique du groupe va toujours vers le facteur discriminant le plus faible.
Et le facteur discriminant le plus faible, ce n'est jamais le plus honnête. Ça se saurait. Donc, une fois qu'on a dit ça, ce qui est important de noter, nous, chez nos entrepreneurs, donc, c'est ce besoin de simplicité. Et donc, à chaque fois que nos entrepreneurs font des pitchs, vont parler à des investisseurs, à des clients, développent leur startup, on essaye toujours de les aider à garder cette intelligibilité à la fois dans le discours et dans la manière dont ils exécutent. Garder l'intelligibilité dans le discours, ça va vous paraître évident, c'est tenir dans un pitch, dans quelques slides, pas plus de 20 mots dans une slide et pas plus de 3 idées. 3 idées, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Steve Jobs. Je vous invite à regarder sa conférence en 2007 quand il a annoncé l'iPhone. Il vous répète 3 fois de suite que l'iPhone, c'est un iPod, que c'est un navigateur Internet et un téléphone. Et il vous le répète une deuxième fois et il vous le répète une troisième fois. C'est 3 items répétés 3 fois. La règle de 3, c'est quelque chose qu'on répète. Et si vous regardez, les meilleurs pitchs, ce n'est pas des pitchs compliqués. Alors pourquoi est-ce que dans les corporates, comme dans la politique, pourquoi est-ce qu'on fait des pitchs compliqués alors que les entrepreneurs qui vous expliquent leurs idées de manière très simple se font entendre de la même manière? Le génie, c'est tout simplement quand on vous explique quelque chose qui vous paraît aussi brillant, qui vous paraît évident, en quelques secondes, alors que ça a mis des années à être démontré. C'est ça la qualité des meilleurs entrepreneurs, c'est de prendre des sujets complexes et de les simplifier. Ce qu'on leur demande de faire dans ce cas-là, c'est de bien comprendre que quand ils bossent sur leur pitch, il y a trois utilités. La première, c'est de comprendre, de réfléchir au sujet sur lequel ils sont. Le pitch est un exercice de réflexion sur soi-même, sur ce qu'on est en train de faire. Le piège de toute personne dans un groupe, c'est qu'il va chercher à argumenter dès le démarrage, au lieu de prendre du recul pour essayer de comprendre le problème qui est posé. Et je vais y revenir après, mais il y a un bouquin qui s'appelle The Pyramid Principle, que je vous invite à lire, qui est un bouquin de Barbara Minto, qui est toute la logique de pensée et d'écriture, qui va vous aider à exprimer vos idées de manière intelligible pour qu'elles soient entendues, comprises et débattues de la bonne manière. Et donc, on invite nos entrepreneurs à faire ça. Donc, nos entrepreneurs, je vais y arriver, mais j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Donc, la première item, c'est que ça sert pour eux à prendre du recul sur ce qu'ils sont en train de faire. Le deuxième intérêt du pitch, c'est d'expliquer ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas débattre avec quelqu'un. Il est impossible de défendre une idée. Il est impossible de rentrer dans et je vais revenir sur le principe du conflit, dans un conflit constructif, si les gens en face de vous n'ont pas compris ce que vous dites. Et le grand problème, en fait, de l'humain, des gens en général, c'est qu'ils ont l'impression que ce qu'ils disent est compris par leur interlocuteur tel qu'ils ont l'impression de l'avoir dit, alors que ce n'est jamais le cas. Sinon, on ne se mettrait pas sur la gueule pendant les dîners de famille le dimanche. Et donc, ce truc est hyper important. C'est bien de prendre du recul, c'est bien de vouloir convaincre, mais avant de convaincre, il faut expliquer. Donc, d'abord, on prend du recul, deuxièmement, on explique, et troisièmement, là, on cherche à convaincre. Et donc, le bon pitch d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a su faire ces 3 items de manière chronologique et qui n'a pas juste cherché à bâtir un argumentaire pour convaincre à tout prix. Il y a un bouquin qui s'appelle The 5 Dysfunctions of a Team qu'on conseille à tous nos entrepreneurs quand ils atteignent des tailles d'équipe de 20, 30 personnes et plus, qui est une pyramide toute simple. C'est l'histoire d'une CEO de la Silicon Valley qui est en train de reprendre une boîte qui va mal. Et cette boîte-là crame beaucoup d'argent. Et évidemment, ce qui se passe, comme dans toute boîte qui crame beaucoup d'argent et qui ne va pas très bien, les gens se rejettent la faute. C'est un principe de base, comme partout. C'est pas moi, c'est lui. Et donc, elle les emmène dans la Napa Valley pour un séminaire de quelques jours. Et un matin, elle les assoit tous autour d'une table et elle leur demande de raconter un fait marquant de leur enfance. Alors, les gens vont dire, c'est très personnel, c'est intrusif, pourquoi raconter ça, etc. Eh bien, c'est très simple. Tout fait marquant de votre enfance a nécessairement des répercussions importantes sur votre caractère. En racontant un fait marquant de leur enfance, les gens ont dévoilé la raison d'une partie de leur caractère. En dévoilant cette raison-là, ce que ça a déclenché chez leurs interlocuteurs en face, c'est la tolérance. Ils se sont dit « Ah mais maintenant je comprends pourquoi tu es comme ça. Je comprends pourquoi tu es susceptible. Je comprends pourquoi tu es introverti. Je comprends pourquoi tu as un problème face à l'autorité. » Et ça, c'est lié à des faits marquants de l'enfance. La tolérance, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de rentrer dans une discussion de confiance. Les gens se mettent en confiance quand ils deviennent tolérants. Ils baissent la garde.
Et c'est ce qu'on cherche dans les bonnes relations. C'est que les gens baissent leurs cartes, c'est qu'ils montrent leur vulnérabilité. C'est comme ça qu'on crée les bonnes relations. Donc, la base de toute relation dans l'entreprise, et on l'espère dans la politique, mais il ne faut pas se leurrer trop, c'est la confiance. C'est quand même affreux ce que je suis en train de dire, parce que c'est tellement vrai, quoi. Et donc, ce principe de confiance, qu'est-ce qu'il permet ? Eh bien, il permet de rentrer dans des conflits constructifs. On n'est pas là pour tomber d'accord, nécessairement. On n'est pas là pour tomber dans le consensus, dans le compromis à tout prix. On est là pour échanger honnêtement. Et donc, cette confiance permet de rentrer dans ce conflit constructif. Une fois que vous êtes rentré dans ce conflit qui est constructif, c'est tout bête, hein. Les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir raison, ils ont besoin d'être écoutés. Et ça, c'est une grosse distinction qu'il faut faire, hein, dans un débat entre personnes. C'est que les gens cherchent à être écoutés, ils ne cherchent pas nécessairement à être raison. Et plus ils sont écoutés, et plus vous allez pouvoir arriver dans une discussion honnête qui va permettre d'arriver à la meilleure solution possible et pas à la solution qui satisfait à peu près tout le monde. Donc, la confiance permet de rentrer dans un conflit constructif, permet de rendre les gens committed. Il y a une phrase que Jeff Bezos a publiée dans un de ses annual reports à ses shareholders, qui est ce fameux « disagree and commit ». Ne pas être d'accord et pourtant s'engager. Et ça, c'est l'une des plus grandes qualités des gens quand ils discutent en groupe, c'est qu'une fois qu'ils ont été écoutés, s'ils pensent avoir été écoutés, s'ils pensent que le débat a été mené sereinement, honnêtement, avec la bonne foi de tous les participants, quelle que soit la décision finale, même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont quand même s'engager. Parce qu'ils ont été écoutés et parce que la décision a été prise de manière honnête et de bonne foi. Alors là, évidemment, on dit beaucoup d'adjectifs qui ne sont pas très présents dans la politique au quotidien, mais l'objectif de vous tous ici et de tous ceux qui lancent des mouvements et s'engagent aujourd'hui de plus en plus, c'est de créer justement cet environnement de confiance. Donc confiance, conflit constructif, committed et ensuite ce qu'ils appellent accountability. Donc les gens sont responsables les uns vis-à-vis des autres. Une fois que tout le monde est responsable dans la salle, ça veut dire que chacun est responsable aussi vis-à-vis des autres. Et c'est ça qui fait qu'on se tourne vers le résultat. Et bien cette pyramide de The 5 Dysfunctions of a Team, c'est la base de toutes les bonnes équipes de start-upers que nous avons dans notre portefeuille. C'est des gens chez qui il n'y a pas de place pour les égos mal placés et pour... alors je suis désolé du terme parce que je n'ai pas d'autres termes, c'est comme ça que nous on le dit dans nos boîtes, et pour la politique, quoi. On n'est pas dans un grand groupe. On est là pour se parler honnêtement. On n'a pas le luxe de se faire des coups bas. On n'a pas le luxe de se mettre sur la gueule inutilement. On n'a pas le luxe de faire des compromis et du consensus parce que c'est le meilleur moyen de faire quelque chose de moyen, de médiocre ou d'assuré. Or, nos plus belles boîtes, c'est des boîtes qui prennent du risque parce que c'est en prenant du risque qu'elles font des choses extraordinaires. Donc, cette pyramide, elle est hyper importante de confiance. Et quand on a dans nos pitchs les entrepreneurs qui ont besoin, qui parlent de leurs problèmes, on leur demande de descendre toujours d'un cran, comme dans le pitch, je vous l'ai dit, c'est vous prenez du recul, vous expliquez et ensuite vous cherchez à convaincre. Nos entrepreneurs, quand ils parlent de problèmes, souvent, au démarrage, ils disent voici le problème, voici la solution. Le problème des problèmes, c'est qu'ils ont toujours existé. Si je vous dis demain, prendre un hôtel, c'est cher, c'est petit, c'est impersonnel, oui, bon, ok, c'est une évidence. Mais ce n'est pas en me disant la solution c'est Airbnb que vous allez me convaincre. Vous allez me convaincre en me disant pourquoi ce problème n'a pas encore été résolu. Et ça, c'est une des grandes questions auxquelles les entrepreneurs cherchent à répondre toute la journée. Il y a même un bouquin qui s'appelle comme ça. C'est le why, le pourquoi. Les problèmes n'ont pas d'importance si on ne comprend pas pourquoi ils persistent, pourquoi ils existent encore, pourquoi ils sont là. Et donc, on cherche à ce que nos entrepreneurs se posent toujours la question du pourquoi. C'est comme quand ils nous disent « Oui, moi, mon marché, il fait 100 milliards. » Je dis « Mais pourquoi 100 milliards ? C'est quoi ?» Il me dit « Mais c'est Gartner qui l'a dit. » Mais je m'en fous que ce soit Gartner qui l'ait dit. Je veux que tu me dises c'est quoi ta cible, pourquoi ils l'achètent, c'est quoi le panier moyen. Tu vends à des gens. C'est comme un homme politique, une femme politique qui va aller répondre à des concitoyens. C'est la même chose. On ne parle pas des gens en chiffres, on parle des gens en tant que personnes. Et ben les entrepreneurs, dans leur pitch, c'est exactement la même chose. On cherche à ce qu'ils parlent de leurs problèmes de la manière la plus proche possible du client. Donc nous, sur les problèmes et sur le pitch, c'est pas le problème en soi, c'est pourquoi il persiste. Et c'est en résolvant ce problème-là de persistance qu'on arrive à trouver une solution.
Et ça, c'est le sujet le plus important. Une fois qu'ils ont parlé des problèmes, on parle de la solution. Et la solution, c'est toujours le produit dans nos boîtes. Et le produit, il s'exprime toujours de 3 manières. C'est le quoi, donc qu'est-ce que vous vendez. Et le quoi, il est important parce que, et je vais y revenir juste après sur le principe de The Pyramid Principle de Barbara Minto, le quoi, c'est la manière d'exprimer ce que vous vendez en une phrase. Le quoi de Uber, c'est de vous emmener de la manière la plus efficiente possible d'un point A à un point B. Fin de l'histoire. Une fois que vous avez dit ça, c'est comment, le how. Et le comment, c'est on va vous montrer l'application, on va vous montrer la solution, on va vous la faire toucher du doigt. Et c'est quand les gens commencent à voir les choses de manière imagée, de manière concrète, qu'ils commencent à les acheter. Et ça, c'est hyper important. Les entrepreneurs passent beaucoup de temps à exprimer des choses sans en montrer la tangibilité. Mais si vous ne montrez pas des choses tangibles, les gens n'accrochent pas. Ça ne marche pas. Vous regardez toutes les bonnes vidéos TED, c'est des vidéos sur lesquelles, quand les gens parlent, vous arrivez à vous projeter dans la situation. Et bien, c'est la même chose pour les entrepreneurs. Et comme les entrepreneurs sont des gens qui innovent, généralement, ils vous pitchent quelque chose qui est le futur. Et le problème du futur, c'est que si vous ne l'avez jamais vu avant, vous n'allez pas arriver à vous projeter dedans. Donc, on a besoin de tangible. Donc, d'abord, vous dites ce que vous faites, comme ça, les gens mettent une image rapide dessus. Ensuite, vous montrez le produit, c'est le how. Et ensuite, la chose la plus importante, c'est le why. C'est la valeur perçue, c'est pourquoi les gens l'achètent. Le why d'un Uber, c'est évidemment pour vous emmener du point A à un point B, c'est la base, mais c'est parce que ils ont une app qui géolocalise, ils ont l'ITA en temps réel, ils ont leur carte bleue enregistrée, la voiture était propre, le mec était sympa, il y avait de l'eau, il y avait des bonbons, il y avait machin, etc. Si on peut crâner devant les copains, il y a tout ce qu'il faut. C'est ça le why. Tout le monde a une raison différente d'acheter. Vous ne vous adressez pas à des gens qui vont acheter votre solution pour la même raison, tous. Bien sûr qu'on a été éduqués dans un système homogène, mais ça n'empêche qu'on est tous singuliers, on est tous différents, on utilise tous les produits du quotidien pour des raisons différentes. Il y a des gens qui utilisent Deliveroo par flemme, il y a des gens qui utilisent Deliveroo parce que c'est pratique, il y a des gens qui utilisent Deliveroo seulement quand ils sont 2, seulement quand ils sont 10, seulement pour déjeuner, seulement pour dîner, seulement parce qu'il y a ce restaurant-là, parce que ça livre à l'heure contrairement à Foodora, pour x, y raisons. Il y a toujours plusieurs raisons pour lesquelles les gens utilisent des produits. Et donc la difficulté qu'on a pour les startups, et c'est la même difficulté en politique, c'est qu'on s'adresse à une population hétérogène avec un message homogène, souvent, pour commencer, et que malheureusement, ce message homogène, les gens ont du mal à l'accrocher. Et c'est pour ça que le pourquoi, il est important. C'est pour ça que la valeur perçue, elle est importante. Parce que c'est celle qui permet d'accrocher des gens ici et là. Et évidemment, c'est la beauté de la politique, c'est la beauté des startups. On fait des promesses. Donc les gens font des promesses. Les promesses, elles sont importantes parce que c'est ça qui permet aux gens de se projeter dans le futur et d'acheter ce que vous dites. Après, il faut les délivrer. Nos entrepreneurs, ils ont les mêmes problèmes que les gens en politique. Ils ont du mal à délivrer leurs promesses. Délivrer des promesses, ça prend du temps, ça demande de l'engagement, c'est du trial and error. On essaye, on échoue, on recommence, on prend de nouvelles initiatives. Et pourtant, on s'accroche pour délivrer cette vision. Et ça, c'est l'autre point important des entrepreneurs qu'on finance, c'est qu'il y a un principe de temporalité entre la vision, le focus et les valeurs. C'est hyper important. La vision, c'est exactement comme le what en fait de votre produit. C'est là où vous espérez aller dans 5, 10, 15, 20 ans. Si votre boîte était un idéal aujourd'hui, à quoi il ressemblerait? C'est le pitch de base de toute bonne personne en politique. C'est une promesse extraordinaire que tout sera meilleur demain. C'est ce que font les entrepreneurs aussi. Et ils sont obligés de passer par là. Le sujet, c'est qu'une fois que vous avez la vision, il faut bien la délivrer. Mais pour la délivrer, on ne va pas directement vers ce point-là. On avance par étapes. Et pour avancer par étapes, il faut un focus. Donc c'est quoi le prochain milestone à atteindre? Le focus sur lequel se concentrer maintenant pour poursuivre cette vision. Et donc on a un premier focus, puis un deuxième focus, puis un troisième focus, puis un quatrième focus, et on avance comme ça. Le problème des gens en politique, c'est qu'ils font des promesses, et une fois qu'ils ont été élus, on leur dit maintenant il faut tout délivrer tout de suite. Mais ce n'est pas possible. Donc la question, c'est que c'est quoi le premier focus? Et le problème la différence entre les bons entrepreneurs et les mauvais entrepreneurs, c'est que les bons entrepreneurs, ils savent que leur meilleur choix, c'est de couper les choix. C'est de se concentrer sur une chose à la fois, de le faire extrêmement bien, et ensuite aller chercher la prochaine. Pour délivrer ce focus, il faut une chose essentielle, c'est des valeurs.
Donc en termes de temporalité, la vision c'est long terme, le focus c'est moyen terme et les valeurs c'est très court terme. C'est ce qu'on demande à chaque employé dans la boîte euh, de délivrer à tout instant. C'est ce qu'on demande en termes de comportement pour compléter les tâches qu'il doit faire. Donc par exemple, les gens me disent pour bosser avec Xavier, c'est comment bosser avec Xavier. Moi je dis bosser avec Xavier en fait c'est facile. Enfin c'est facile, c'est toujours facile a posteriori. Hein. Il faut être honnête, sympa et efficace. Moi à chaque fois que j'ai une interaction avec Xavier, je me pose ces 3 questions-là. Honnête, sympa, efficace. Honnête, sympa, efficace. Il faut que ce soit délivré vite, il faut que ce soit délivré bien, et il faut que ce soit délivré avec le sourire. Okay, c'est comme chez Big Mama. Et donc ça, c'est hyper important. Et les employés de start-up, c'est comme les gens en politique, s'ils ont des valeurs auxquelles ils se rattachent dans tout ce qu'ils font au quotidien, ça leur permet d'éviter de se poser des questions complexes quand ils font leurs tâches, de se poser juste des questions simples et de se dire « Ok, si je respecte ces 3 choses, je sais que ce que je fais, ça va dans le bon sens. » Et donc c'est hyper important. Donc valeur, focus, vision, en termes de temporalité, c'est hyper important. Alors moi mon objectif c'est pas de vous tenir la jambe jusqu'à je sais pas quelle heure. Hein. Je vais pas m'éterniser non plus, je préfère répondre à vos questions, mais ce que j'espère c'est que tous les parallèles que je fais sont des parallèles auxquels vous pouvez vous accrocher pour ce que vous allez faire dans votre quotidien. Il y a un piège auquel aussi on est confronté nous, enfin moi j'ai été confronté et vous l'êtes aussi, c'est quand je suis arrivé chez Kima, donc tout de suite je me suis retrouvé avec 250 boîtes par semaine, plein d'emails, énormément de nouveaux meilleurs amis, tout d'un coup, incroyable. Ah, ça fait longtemps, Jean, t'as pas changé depuis le lycée. On fait un déj? Qu'est-ce qu'il veut me pitcher, lui? Et ça a été très intense. Donc quand vous mixez ça avec votre vie personnelle, moi, marié, 3 enfants, et tout ce que ça implique comme responsabilité, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas bosser comme à l'époque quand vous aviez 20 ans et que vous faisiez du 8h, minuit en M&A et que vous croyiez que vous étiez en train de bouffer le monde alors qu'en fait vous étiez en train de vous faire aliéner comme un idiot. Mais tout va bien. Mais en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir ces 2 contraintes, l'une opposée à l'autre. Donc la contrainte du boulot avec la contrainte familiale. Et je me suis dit, mais là je suis vraiment dans la merde. Et je savais pas trop comment m'en sortir. Parce que j'avais tous ces meetings qui s'enchaînaient, ces meetings d'1 heure, etc. Et j'ai commencé à me dire, ok, alors en fait, moi j'ai un problème avec l'autorité, hein, pour info. Et en fait, ce problème avec l'autorité m'a permis de régler plein de problèmes. Donc le premier problème que j'ai réglé avec l'autorité, et ça n'a rien à voir, c'est juste une aparté, c'est que j'ai arrêté de fumer grâce à ça. Quand j'ai lu le bouquin de Allen Carr, The Easy Way to Stop Smoking, où il dit à un moment, vous avez à l'intérieur de vous le petit monstre cigarette qui vous dit, vas-y, fume, fume. J'étais là, quoi? Il se fout de ma gueule, lui. Et j'ai arrêté direct en 24 heures. Je suis passé de 1 paquet par jour pendant 10 ans à 0. C'était incroyable. Donc ça, c'est les sujets liés à l'autorité. Et donc tout d'un coup, je me suis rendu compte que mon agenda avait l'autorité sur moi. Et ça m'a rendu dingue. Donc je me suis dit, ok, ça c'est fini, c'est mort, j'arrête. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par arrêter les rendez-vous le matin. Donc j'ai arrêté les rendez-vous le matin. Et tout d'un coup, quand vous arrêtez les rendez-vous le matin, que c'est le moment pendant lequel vous êtes productif, vous vous rendez compte que vous pouvez faire énormément de choses. Encore plus quand vous mettez votre téléphone en mute, que vous mutez les 3 quarts de vos conversations sur WhatsApp et que vous restez concentré sur les tâches. Puis après les meetings qui duraient 1 heure, qui étaient interminables, je me suis dit mais pourquoi un meeting dure 1 heure? Et je me suis rendu compte que la seule raison pour laquelle les meetings duraient 1 heure, c'est parce que quand vous cliquez ajouter un meeting sur Outlook ou sur Google Calendar, le temps par défaut c'est 1 heure. C'est quand même con. Donc, je me suis rendu compte que sur Google Calendar, on pouvait mettre un temps par défaut de 30 minutes. Donc j'ai fait 30 minutes. Ensuite, je me suis rendu compte que pendant les meetings, il y avait un truc incroyable, c'est que souvent on arrive, on parle, on part, puis c'est fini. En fait, les meetings ne servent à rien. Maintenant, si vous avez un meeting dans lequel vous avez un agenda, que vous connaissez la raison pour laquelle les gens sont présents et vous fixez des items à la fin du meeting, tout d'un coup, vos meetings prennent beaucoup plus de valeur. Donc moi, j'ai plugué tous mes meetings avec une règle sur IFTTT qui les met automatiquement dans un spreadsheet sur Google Spreadsheet. Et chaque fin de semaine, je descends tous les meetings et je regarde ce que je dois faire et ce que j'attends de la personne avec qui j'ai fait un meeting. Et puis les meetings de 30 minutes durent vraiment parfaitement. Et en plus, des gens qui ont la pression du meeting de 30 minutes, ça les rend hyper efficaces. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que alors que vous faisiez 5 heures de meeting par jour, et ben en fait, vous pouvez faire soit 2 fois moins de temps, autant de meetings, soit 2 fois plus de meetings.
sachant que les meetings prennent à peu près la moitié de votre journée. Donc en fait, on parle d'un gain de productivité qui est énormissime. Donc ça, c'est pour les meetings. Et puis je me suis rendu compte que souvent je prenais les meetings jusque tard le soir, jusqu'à 19h. Le problème, c'est que quand vous voulez être chez vous à 19h30, même si vous voulez bosser après, si vous prenez les meetings jusqu'à 19h, vous avez la tête qui bouillonne au moment où vous rentrez chez vous. Donc je me suis dit, ok, maintenant j'arrête les meetings à 17h30. Et donc le fait d'arrêter les meetings à 17h30 fait que j'ai encore 1h30 pour bosser après. Et donc en fait, j'ai créé plein de routines comme ça qui m'ont permis de gérer moi ce que j'appelle mon agenda comme une machine, pour justement pouvoir mieux vivre comme un vrai humain et pas comme quelqu'un de lobotomisé par le système qui vous ressasse tout le temps la pression des gens extérieurs. Dans la vie, on a le choix de subir ou de maîtriser. Alors moi, j'ai du bol quand même, et je suis désolé, c'est un spoiler alerte absolument affreux ce que je vais vous faire. C'est que j'ai le meilleur job du monde. J'ai le meilleur job du monde parce qu'il est cool, il est facile et il est hyper profitable. Il est cool parce que je passe mon temps à financer des gens qui veulent bâtir le futur, et je vois pas de choses plus excitantes. Alors, dans la politique, c'est pareil, hein, comme quoi vous avez probablement des trucs auxquels vous accrochez. Il est facile parce que c'est pas moi qui bosse, c'est les entrepreneurs. Et ça, c'est quand même. Alors, c'est facile, en même temps, c'est une responsabilité. Hein. Ça veut dire que quand vous rencontrez les entrepreneurs, il faut être efficace, il ne faut pas leur faire perdre du temps. Ça demande une autre responsabilité. Mais j'ai quand même un boulot facile parce que c'est eux qui triment toute la journée. Et il est profitable. Et ça, c'est probablement assez unfair. Et désolé pour les anglicismes, c'est parce que dans le boulot, il y en a beaucoup. C'est unfair, c'est que même quand j'ai une boîte qui plante, en fait, ça ne m'empêchera pas de gagner parce que les d'autres vont marcher. Nous, dans le venture, c'est simple, on perd qu'une seule fois la mise, mais quand on gagne X fois. Quand vous financez une boîte comme Capitaine Train en fin 2014 et que vous la vendez mi-2016 et que vous faites 10 fois la mise, bon, bah, c'est un bon deal. Hein. Quand vous financez Zenly fin 2015 et que vous le vendez mi-2017, que vous faites presque 10 fois la mise aussi, c'est un très bon deal. Et bah, ces bons deals, ils compensent pour les deals qui marcheront pas. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais globalement, c'est sûr que quand vous avez un job comme ça, vous avez envie de bien faire. C'est une responsabilité. Il y a plein de gens qui aimeraient faire ce job. Bref. Donc, il est important dans votre organisation, au-delà de la méthode que vous appliquez pour résoudre les problèmes, pour avancer, pour avoir un discours intelligible, bien construit, que les gens comprennent, que vous avez réussi à expliquer avant, avec lequel vous avez réussi à convaincre, de vous organiser dans le quotidien. L'individu, c'est la même chose que l'organisation. Si vous avez l'esprit pas clair, vous n'aurez aucune chance d'exécuter ce que vous devez faire au quotidien. Les principes qui s'appliquent aux bonnes startups, les principes qui s'appliquent aux bonnes organisations, qui sont des principes de focus et qui sont des principes de concentration, et de faire une seule chose à la fois et le faire très très bien, c'est exactement la même chose pour vous dans votre quotidien. Vous ne pouvez pas vous permettre de subir des meetings, de subir la pression de votre inbox, de subir la pression des tâches, sans jamais vous dire « j'ai 5 minutes pour moi ». Moi, je m'assure chaque jour d'avoir 5 minutes pour moi. Et ce n'est pas juste parce que j'aime bien avoir 5 minutes pour moi. C'est pour me dire que j'ai réussi à gérer mon organisation de telle manière à ce que mon esprit soit suffisamment clair pour que je puisse faire des choix qui soient clairvoyants. Et on oublie souvent de faire ça. Et l'une des raisons pour lesquelles, finalement, on fait ces mauvais choix, pour lesquelles on n'est pas focus, pour lesquelles on a l'esprit embrouillé, c'est parce qu'on ne sait pas dire non. Ça, c'est un truc incroyable. Donc ça, on subit tous ça dans les corporates, dans les startups, dans la politique, où vous voulez. C'est notre incapacité à dire non. Parce qu'on a toujours rattaché le non soit à un principe autoritaire de nos parents qui est le non, c'est mal. Alors qu'en fait, le non, c'est juste... l'inverse de oui, hein, vous avez le choix de dire oui ou non. Tu veux un gâteau? Non. Pas obligé de dire oui. Pas, voilà. Comme quoi, ça ne mord pas. On a toujours le choix de dire non, et c'est parce qu'on dit non qu'on met les choses derrière soi. Et c'est parce qu'on met les choses derrière soi qu'on arrive à avoir l'esprit clairvoyant. Nous, chez Kima, on voit passer 250 deals par semaine. J'envoie, et je ne vous mens pas, je le traque, hein, plus de 50 non à des gens chaque semaine par email. Imaginez si je me grattais la tête à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui me demandait un pitch et je me disais j'ose pas lui dire non, je ne sais pas comment le faire, peut-être que je peux lui dire peut-être que je peux lui dire demain, peut-être que je peux lui dire peut-être que je peux laisser l'email comme ça et voir s'il me relance dans une semaine. Non, sans déconner,
ça vous encombre l'esprit. C'est une mauvaise chose. Alors, oui, c'est un peu expéditif. Je commence une phrase par malheureusement, je la termine par désolé, et entre les deux, je dis c'est pas un sujet qui m'intéresse, ou c'est pas un sujet sur lequel on va se positionner, ou on est conflicté sur un autre deal, ou c'est pas sweet spot, ou je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un bon nom est un nom vite dit. Et plus vous attendez pour dire non aux gens, et plus votre nom il va être nul. Et plus il va être nul, et plus les gens vont vous dire ah bah d'accord, ah bah lui, genre 10 jours pour dire non, mauvais. Il faut pas attendre. Il n'y a rien de tel que de dire non vite aux gens. C'est ça. En plus, ça soulage, quoi. Vous avez vu, vous êtes sur votre inbox, vous dites non, désolé, ça ne m'intéresse pas, ou non, désolé, pas cette semaine, ou non, désolé, pas ce mois-ci, ou non, désolé, pas ce trimestre, et bim, vous archivez l'email, quoi. Et vous passez au suivant. Et moi, il y a des gens qui disent ouais, Jean, est-ce qu'on peut déjeuner? Et je leur dis bah non, désolé, je ne prends pas de déjeuner parce que en fait, j'ai décidé de mettre mes priorités ailleurs. Par contre, si tu as des questions par email, tu veux me demander des trucs, il n'y a pas de problème. Je te répondrai toujours. C'est comme les fonds qui te disent ah, il faudrait qu'on fasse un catch-up, que tu me racontes quels sont tes deals, etc. Je dis non, attends, je te donne les deals. Hein. Je te les mets en bullet point, voilà les deals, donne-moi les tiens. Tu vois, en 5 minutes, c'est torché. Et les gens qui vous disent oui, ça serait bien qu'on s'appelle une demi-heure pour comprendre les critères d'investissement de Kima. Ah, mais les critères de Kima sont faciles. C'est des boîtes francophones, de la tech avec un potentiel de ouf. Donc, dès que tu vois ça, tu m'appelles, moi, direct, je te dis oui, je te dis non, et puis on enchaîne, quoi. Et donc, le fait d'enchaîner comme ça la manière dont vous prenez des décisions, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que votre cerveau va être d'abord décomplexé par rapport au nom. Moi, ça m'a pris du temps, mais chez Kima, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas le choix. Ça vous décomplexer par rapport au nom. Et en plus, ça vous permet d'avoir l'esprit libre. Et quand vous avez l'esprit libre, vous pouvez faire des choix clairvoyants. Vous pouvez vous concentrer sur des choses qui importent, qui sont importantes pour vous. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs que j'ai oubliés qui sont intéressants. Ah si. Non, je vais vous raconter d'abord Barbara Minto. Et ensuite... quand on s'est vu avec l'équipe hier, on a discuté de quelque chose et je voulais vous en faire part. C'était une idée originale. Donc, le principe de Barbara Minto, il est le suivant. Donc, de la même manière que dans une organisation, il faut de la confiance pour entrer en conflit, pour être committed, pour être accountable, pour aller vers le résultat. Dans la manière dont vous vous exprimez par rapport aux gens, gardez toujours à l'esprit que la manière dont ils vont recevoir l'information n'est pas la manière que vous la, n'est pas la même manière. Je vais y arriver. Et pas la manière avec laquelle vous l'auriez reçu avec les mêmes circonstances. Okay, on ne perçoit pas l'information pareil. Si la communication entre les gens était... si l'émetteur et le receveur fonctionnaient de la même manière, les discussions seraient beaucoup plus faciles. Les quiproquos ne naissent pas de n'importe où. Ils naissent de ce genre de problème-là. Pour discuter d'un sujet avec quelqu'un, il y a un principe de base. Vous avez qu'à lire Traité de manipulation pour honnêtes gens. Qu'il faut toujours commencer par une évidence. L'évidence, pourquoi? Parce que, à toute évidence, les gens acquiescent. Eh oui. Et donc, quand les gens acquiescent d'une évidence, eh bien, ils se mettent dans un mood où ils sont prônes à discuter, à être d'accord avec vous. Donc, quand vous avez un sujet, donc, par exemple, je ne sais pas quels sont vos sujets en politique, mais par exemple, un sujet en startup qui est classique, c'est on a fixé des quotas pour les ventes et on n'a pas atteint les quotas. Et bien, la première phrase de base, c'est on avait fixé des quotas de 15, on a atteint 10. Donc on a raté nos objectifs de 30%. Les gens sont d'accord, c'est factuel. Une fois que les gens sont d'accord qu'ils ont l'évidence, il faut ce qu'on appelle, elle appelle ça complications. Donc vous pouvez appeler ça problématique. Il faut poser la problématique. La problématique, c'est quoi? Vous n'avez pas fait vos sales, il faut qu'on améliore la performance des sales. Sans blague. Et ensuite, c'est quelle est la question à poser pour dérouler la solution. Et donc la solution, c'est quel outil à mettre en place sur le quarter suivant pour améliorer la performance des sales. Alors, ce que je viens de vous dire, vous allez me dire, mais c'est complètement bateau, ce qu'il vient de nous dire, c'est complètement con. Ah bah oui, mais comme toute évidence, le principe d'une évidence, c'est qu'elle ne l'est que lorsqu'elle a été donnée. Sinon, ce n'est pas une évidence. Et donc, il faut absolument partir de choses banales. Une évidence, une problématique, la question à poser pour répondre à la problématique. C'est tout. Une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à dérouler la solution du problème. Et quand on déroule la solution du problème, il faut la dérouler soit de manière déductive, soit de manière inductive. La manière inductive, c'est je commence par un bout, et ensuite je mets un deuxième qui est relié au premier, un troisième qui est lié au deuxième, un quatrième qui est lié au troisième, etc. C'est une cascade. Donc la cascade pourrait être il faudrait qu'on forme mieux nos sales. En formant mieux nos sales, ils vont améliorer leur productivité.
et aussi améliorer leur pitch. En améliorant leur productivité au pitch, ils vont parler à plus de clients. En parlant à plus de clients avec un meilleur taux de transformation, ils vont closer plus de clients, donc faire plus de chiffres, donc atteindre les quotas. Tac, 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 tac. Manière déductive. Et vous avez la manière inductive. La manière inductive, c'est quand vous avez un chapeau. Et ensuite, vous avez les idées qui sont plutôt parallélisées. Donc, on peut dire j'ai un sujet de training, j'ai un sujet d'outillage, j'ai un sujet de virer des gens qui sont mauvais et d'embaucher des meilleurs. Et vous pouvez traiter les sujets différemment. Et vous pouvez les traiter de manière inductive et déductive. Mais donc, il est important, lorsque vous vous exprimez sur n'importe quel sujet, et c'est le cas dans une boîte, et c'est le cas en politique évidemment, de vous assurer que la personne en face de vous va recevoir l'information de la meilleure manière qui soit pour que la collaboration entre vous soit exceptionnelle. Et ça, c'est hyper important. Une fois qu'on a dit ça, hier, on parlait de la résolution de problèmes. Et donc, on parlait de Barbara Minto et on parlait aussi du fait que à tout problème, il y a 3 choses importantes. C'est donc quelle est la problématique posée, donc quel est le sujet sur lequel on se concentre. Et je dis bien, on se concentre. Il ne faut pas prendre des sujets qui sont vastes, il faut prendre des sujets concentrés. Quel est le temps qu'on se donne pour résoudre les problèmes et avec des timelines avec des délais qui sont raccourcis. Et ensuite, quelles sont les ressources qu'on a en face de nous et qui est l'autorité sur ces ressources. La problématique qu'on a dans les boîtes, et c'est la même problématique en politique, c'est que une fois que vous avez identifié le problème, l'un des sujets, c'est que souvent, il traîne. Il traîne parce qu'en fait, malheureusement, le problème n'a pas été assez découpé en petits morceaux sur lesquels il y a une pression liée au temps. On est des procrastinateurs par design. On est résistant à l'effort. On est résistant à délivrer des choses en avance. J'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me voir en disant « Oh putain, j'ai tout terminé ce que je vais faire pendant le mois en 2 semaines, c'était dingue. Et maintenant, je vais m'avancer sur le mois prochain. » Jamais. La réalité, c'est que donc nous, dans les boîtes, on a un système qu'on appelle les OKR. Donc les OKR, on devrait mettre ça en politique aussi, c'est Objectives and Key Results. Donc le principe des Objectives and des Key Results, c'est que les objectifs sont des éléments qualitatifs, des objectifs qualitatifs à résoudre sur une période de quarter, par exemple. Vous en avez souvent 3, 1 ou 3, règle de base. Et ensuite, vous avez les Key Results, qui sont les éléments quantitatifs liés à ces objectifs et qui vous permettent de mesurer le progrès que vous faites semaine après semaine. Et donc, vous avez ces objectifs au quarter, vous avez ces Key Results, et toutes les semaines, vous traquez si vous avancez sur ces Key Results. Si vous n'avancez pas, vous êtes dans le rouge. Si vous avancez, vous êtes dans le vert. Si vous avancez et vous êtes un peu en retard, vous êtes dans l'orange. Chez Google, ils ont ça. Sur une base de 0 à 1, les gens sont systématiquement à 70% de leurs objectifs. Le principe, c'est qu'ils se mettent une pression sur l'objectif en termes d'ambition quantitative et de timing, pas parce qu'ils aiment déprimer le soir quand ils rentrent chez eux, mais c'est parce que c'est en fixant des objectifs ambitieux dans des délais courts qu'en fait, on se pousse à délivrer. On sait qu'on ne va pas tout délivrer, c'est pas grave, il ne faut pas se fouetter parce qu'on n'a pas fait les choses exactement dans l'ordre. Mais c'est juste que c'est juste la conscience de savoir que on est un peu derrière, mais qu'on continue d'avancer et de progresser pour essayer d'atteindre ces objectifs-là. Donc ces OKR, ils sont importants. Et donc, une fois que vous avez posé le problème, il y a une problématique, donc ce que je vous ai dit, de timing. Donc il faut créer de l'intensité dans l'effort. Le problème de l'intensité dans l'effort, c'est qu'elle ne marche que si en face, vous avez les ressources pour résoudre les problèmes. Et le sujet dans toute boîte, mais c'est le sujet en politique, c'est que vous n'êtes jamais tout seul sur un sujet. Vous avez des gens, vous avez des contreparties. Ces contreparties, vous attendez qu'elles délivrent aussi pour pouvoir être... Vous êtes dépendant d'autres personnes. Donc la question, quand on résout un problème dans un groupe, en start-up ou en politique, c'est qu'il faut que l'autorité la plus haute sur le projet ait suffisamment de pouvoir pour éliminer ceux qui n'avancent pas ou fournir la ressource ou pousser la ressource à descendre pour que les gens avancent. Donc à tout instant sur un projet, vous avez le quoi, le sujet de manière très focus, la période, le timing, le tempo, et puis la ressource. Et la ressource, c'est quelque chose auquel on ne fait jamais attention. On se dit toujours, mais en fait, on décide d'avancer vers la résolution de problème, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, il y a des freins, il y a énormément de freins, et il faut les adresser. Et c'est pour ça que les entreprises qui fonctionnent sur des hiérarchies écrasées, sur lesquelles les gens sont responsables de manière individuelle, et s'ils ne performent pas, sont sortis, performent mieux. Parce que sinon, dans une hiérarchie trop pyramidale, il y a toujours quelqu'un pour bloquer l'avancement d'un projet, quoi.
Donc ça, c'est hyper important. Et donc, on parlait hier de la résolution de problèmes. Et puis, on parlait que la qualité des meilleurs entrepreneurs, c'était de simplifier les choses complexes. Et donc, je me demandais s'il n'y avait pas moyen en politique de donner des bonus aux gens qui, à chaque fois qu'ils font un texte de loi ou un décret ou n'importe quoi, ils en suppriment ailleurs. C'est-à-dire il faudrait qu'on prenne un gros problème, genre un gros truc, un sujet qui a été bien traité, et on se demande comment, à résultat, on peut simplifier le bordel. Parce que moi, quand je vois des boîtes chez moi comme Payfit, qui font des solutions de gestion de payroll, ils se galèrent pas, ils ont créé un outil technique pour gérer ça, il faut être timbré. Ils gèrent 400 conventions collectives. Vous vous rendez compte, en France, il y a 400 conventions collectives. Il y a un mec, un jour, il s'est dit, putain, j'ai une idée, il faudrait qu'on crée 400 conventions collectives, ça va être dingue, ça va nous permettre de voir le monde avec une perspective complexe, et je pense que ce sera mieux pour tous. Et dans toutes les conventions collectives, en plus, il y a des paramètres. Il y a des paramètres indépendants, genre ils sont droppés là, on ne sait pas ce qu'ils foutent. D'autres qui sont dépendants de d'autres. Il y a des conventions collectives qui ont des dépendances sur d'autres conventions collectives. Et au milieu de tout ça, les gens ont le droit en plus de mettre des dérogations dans la convention collective de la boîte en question pour pouvoir changer les paramètres, quoi. Et les gens trouvent ça normal. Et il n'y a pas quelqu'un un jour qui s'est dit « Non mais il faut qu'on arrête les conneries là, faut qu'on simplifie, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer de rajouter des trucs dans les conventions collectives. » Moi je vois les réponses auxquelles je réponds quand je rajoute un salarié chez Kima. Mais genre j'ai l'impression que c'est un sketch, quoi. C'est une blague. Genre, est-ce que vous avez un compte pénibilité, un compte heure sup, un compte pause déjeuner est-ce que pause déjeuner, c'est plutôt entre 13 et 14, entre 14 et 15 quand vous voyagez, je sais pas quoi. Enfin, il y a des trucs, mais c'est spatial. Et donc, nous, nos entrepreneurs, généralement, quand ils règlent un problème, ils le règlent from scratch. Ils commencent de zéro, ils regardent le résultat attendu, ils essaient de trouver le moyen le plus simple d'aller au résultat. Bah, si en politique, on arrivait à prendre quelques gros sujets bien nazes et juste à simplifier et à pousser les gens à simplifier, on leur donnait des bonus de simplification, mais ça serait génial, quoi. Alors, attendez, parce que j'ai mémoire de poisson rouge aujourd'hui. Ouais, on pourrait mettre des amendes aussi pour les gens qui rajoutent des mots. Minto, timing, ressources, voilà. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Moi, ce que je vous invite, c'est à me poser des questions. Voilà. Que la famille.